Au cœur de l'Asie, il y a plusieurs années, je m'étais laissé prendre au charme discret de la Birmanie. Elle vivait recluse, dans un univers totalement décalé dans le temps. Des années plus tard, je repars pour retrouver des odeurs, des couleurs, mais surtout le sourire des Birmans. Étouffé par une chaleur moite, je cherche vite la fraîcheur d'un ventilateur dans l'un de ces nombreux cafés grands ouverts sur la rue. Dans un coin, un poste de télévision diffuse l'unique chaîne du pays et surtout son programme unique consacré à l'éloge de la junte qui dirige le pays depuis maintenant près de 60 ans. Ils sont partout. Dans chaque émission, les généraux construisent des ponts, décident des nouvelles implantations agricoles, planifient le commerce et même vaccinent les petits-enfants en leur distribuant des peluches. Des généraux kaki, des informations kaki, des projets kaki, mais pourtant, il y a autre chose en Birmanie et sa population accueille avec une hospitalité rare. Alors, Mingalaba, amis, bienvenue en Birmanie. C'est le port qui offre la première rencontre avec la capitale. Les petites barques traditionnelles à rames croisées côtoient les porte-conteneurs géants ou les grumiers qui emportent les billes de teck, l'une des principales ressources du pays. Les publicités vantant le réseau électrique de la Birmanie sont d'un cynisme digne de la junte au pouvoir. Il n'y a plus d'électricité en Birmanie depuis bien longtemps. Chaque entrepreneur qui tente encore de travailler possède son propre générateur devant sa façade. Les rues de Yangon sont assourdies par les génératrices et les passants suffoquent, intoxiqués par les gaz d'échappement refoulés à la hauteur de leurs narines. Mais pourtant, on se laisse griser par la rue, lieu de vie principal des Birmans. On mange sur le trottoir dans d'innombrables petites gargotes de rue qui proposent toutes sortes de plats à l'ombre des arbres. Les pousse-pousse à pédales sont assez particuliers en Birmanie et différents de ceux des pays voisins. Le passager n'est pas assis devant le conducteur, mais à ses côtés. En dehors des horaires de sieste, bien sûr. En arpentant les rues de la ville, les panneaux publicitaires évoquent les désirs, les fantasmes des jeunes Birmans. Mais sont-ils vraiment éloignés des nôtres ? C'est en prenant la ville de Mandalay que les Britanniques s'installèrent de façon pérenne en Birmanie en 1885. La ville de Rangoon affiche encore à travers ses façades de l'époque victorienne les fastes passés d'une période coloniale qui marque encore la culture du pays. Au bord de la rivière, le palace mythique où séjournaient Rudyard Kipling ou encore Pierre Loti. Les militaires ont reconverti les bâtiments comme ici, ce centre de la police, lugubre et ceinturé de barbelés, dans lequel les opposants sont interrogés et parfois
disparaissent à jamais. Ce qui frappe dans la rue, c'est la vétusté du parc automobile. Les bus municipaux de Rangoon datent tous de 1942. Le vieux Chevrolet de fabrication canadienne roule toujours, repeint et encore repeint, défiant le temps. Comme les taxis de Yangon qui sont de fabrication japonaise, mais datent d'au moins 35 à 40 ans. À Mandalay, les taxis bleus Mazda ont une 50aine d'années en moyenne, mais les deux roues sont les rois de la circulation urbaine. Une multitude de religions cohabitent dans le pays. Les hindouistes forment une communauté forte à Rangoon et l'Inde est un des voisins de la Birmanie. Mais un peu plus loin, une minorité musulmane occupe les quartiers près du port. Et un peu plus loin encore, cette cathédrale catholique en plein centre de la ville et cette crèche de la Nativité. Était-ce bien à Rangoon qu'elles avaient été érigées ? Est-on vraiment en Birmanie, pays du bouddhisme ? Mais la particularité la plus singulière dans les croyances birmanes est due au culte des dieux Nat, qui protègent la maison ainsi que les voyages. On peut être très attaché aux dieux Nat et bouddhiste, mais de l'animisme à la magie pratiquée dans la rue, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi. En fait, la Birmanie, c'est la patrie du bouddhisme Theravada, c'est-à-dire petit véhicule. Et dire que les Birmans sont très religieux serait un euphémisme. Les Birmans ne vivent qu'à travers la religion, la dictature leur ayant supprimé toutes les autres alternatives. Alors, on prie à toute heure de la journée. Les temples et les pagodes foisonnent à chaque coin de rue. Les militaires de la junte ne s'y sont pas trompés. Obligation a été faite, dans tous les lieux de culte, d'afficher au public les photos des officiers qui ont prié à cet endroit. Après avoir purement et simplement liquidé plusieurs milliers de moines durant les manifestations de 2008, on ne pouvait pas agir avec plus de cynisme. Le Payashvedagon, c'est le site religieux le plus important de la capitale. Il est haut de 100 mètres, recouvert d'innombrables plaques d'or. Et c'est aussi un haut lieu touristique pour les Birmans de province. Un Birman sur 10 est nonne ou moine, et chaque bouddhiste de ce pays aura revêtu la robe à un moment donné de sa vie en rasant sa tête et en ne conservant que 5 objets personnels. Chaque matin, les nonnes et les moines partent quêter dans les rues leur repas quotidien. Cela permet surtout au donateur d'accomplir un geste de compassion qui lui sera bénéfique pour sa prochaine réincarnation. Après Rangoon, en quittant la capitale, je prends enfin la route pour traverser une partie du pays
en direction du lac Inle. La ville s'éloigne aux lueurs du matin et l'aube s'étire lentement. Et la route file et serpente au lointain au cœur des rizières et des champs. La ville s'éloigne et se livre la terre que vient de laver la mousson. Et l'or des pagodes que le jour éclaire scintille au milieu des moissons. Mingalaba, 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 Ema. Et grouille la foule tout au long du chemin pour une journée de labeur. Les buffles se traînent sous les cris des gamins, le joug, le bâton, la chaleur. On courbe les chines sous le ciel du Bouddha et cogne la pioche au milieu des chansons. Et chacun s'appelle en unissant ses bras, remue le gravier, le goudron. Mingalaba, 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 Burma. Et sur les marchés écrasés de chaleur, les villes s'éveillent au matin. Ça sent le poisson des milliers de senteurs, fumée de cigares et tanin. Le rire des femmes sur le sol accroupi, les joues fardées de Tanara. Parmi les légumes et les sacs de riz, le petit dernier dans les bras. Mingalaba, 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 Burma. La jungle birmane, trouée par le goudron, défile à nos yeux éblouis. Village niché tout au creux du vallon, des gamins curieux qui sourient. Et la vie s'étire sous le cri des enfants, la forêt transpire sous la pluie. Après quelques mots, la route nous reprend au cœur de la jungle et de la Birmanie. Mingalaba, 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 Burma.
J'empruntais l'autoroute en construction qui mène à la nouvelle capitale du pays, Naypyidaw. La junte militaire l'a créée de toutes pièces afin de se protéger d'une colère sporadique du peuple. Mais les routes qui y mènent sont désertes, car aucune nécessité économique n'a motivé ces voies de communication. Et au cœur de l'un des pays les plus démunis de la planète, je contemple ce véritable gâchis que constituent ces routes vides. Au hasard d'une halte, je m'arrête flâner dans les marchés locaux. Ici, les odeurs de poisson taquinent les narines et c'est un euphémisme. Dans tous les marchés, on peut acheter du tanara. Le tanara, c'est le produit de beauté des femmes birmanes. Il protège la peau du soleil et de la transpiration. Il s'agit en fait d'un arbre. On achète le tanara sous forme d'une petite bûche. On le coupe, puis on frotte la section sur une pierre humectée pour en extraire une crème qu'il ne reste plus qu'à appliquer, et puis laisser sécher. En Birmanie, c'est le tanara qui rend les femmes encore plus belles, parce qu'elles le valent bien. Mais enfin, au loin, derrière la colline, se cache le lac Inle. À 878 mètres d'altitude, dans une cuvette du plateau Shan, le lac Inle s'étend sur plus de 158 km². Ici, vivent les Inta, ce qui veut dire les fils du lac, une ethnie qui s'est parfaitement adaptée à son environnement. Ils ont la particularité de cultiver leurs légumes sur de véritables jardins flottants, parfaitement entretenus. Bateau qui s'avance près des jardins flottants, la lumière qui danse dans les filets d'argent du lac. Au milieu des pagodes immobiles qui s'élèvent au-dessus des marées, c'est le temps qui s'étire et qui file sur le lac Inle, sur des bambous perchés tout au bord des canaux, comme des bateaux à quai, les paillotes sur l'eau du lac. Au milieu des pagodes immobiles qui s'élèvent au-dessus des marées, c'est le temps qui s'étire et qui file sur le lac Inle, et la brume libère entre le ciel et l'eau
l'imposant monastère, immobile vaisseau du lac. Au milieu des pagodes immobiles qui s'élèvent au-dessus des marées, c'est le temps qui s'étire et qui file sur le lac Inle. Les fils du lac ont mis au point une technique de pêche unique au monde pour évoluer sur peu de tirants d'eau. Debout, sur une jambe à l'arrière de leur pirogue, ils appuient l'autre jambe sur une rame qu'ils guident uniquement avec la cheville. Toujours debout, ils peuvent scruter le lac en cherchant les poissons et en utilisant leurs jambes pour ramer, ils gardent une main libre pour enfoncer la nasse dans l'eau et piquer le poisson au trident. Sur les marchés flottants, c'est le rire des femmes qui attire le client en quelques coups de rame sur le lac. Au milieu des pagodes immobiles qui s'élèvent au-dessus des marées, c'est le temps qui s'étire et qui file sur le lac Inle, perdu dans la lumière. Les pêcheurs doucement évoluent solitaires, funambules élégants du lac. Au milieu des pagodes immobiles qui s'élèvent au-dessus des marées, c'est le temps qui s'étire et qui file sur le lac Inle. Au petit matin, à la gare de Shenyang, je quitte le lac Inle pour Mandalay. Entre Shenyang et Tazi, le tortilla roulera à une vitesse comprise entre 10 et 15 km/h. Et pour effectuer les 110 km qui mènent à Tazi, le voyage durera 18 heures. Le train traverse la jungle birmane, inextricable, secrète.
Sur le bord des quais, les villageois viennent à la fois s'approvisionner, vendre leur production locale. Parfois, l'odeur est agréable, mais lorsque par exemple les villageois produisent essentiellement des choux, il est temps que le train reparte. Les marchandes accroupis sur le sol attendent le client, en fumant d'énormes chirots, les cigares birmans parfumés au clou de girofle. Le croisement entre les voies ferrées de Chouaniang et Mandalay s'effectue à Tadzi, au centre de la Birmanie. Au moment de repartir, je pensais à ce gamin rencontré dans cette gare 11 ans auparavant. Il était orphelin, sans famille. Il traînait sur les quais de la gare, grappillant çà et là de quoi lui permettre de subsister. Un stylo offert, un moment de bonheur et un beau sourire de reconnaissance pour l'obturateur. Mais aujourd'hui, qu'est devenu le petit Tongban ? À la fin du jour, mon train repartira vers Mandalay et la nuit m'emportera au rythme des bogies sur le rail. Et c'est au creux de cette nuit que j'atteindrai la ville de Mandalay, où la gare est très animée. Au cœur du pays, sur les bords de l'Irrawaddy, s'étend la capitale culturelle, Mandalay, dont l'existence est due à une prophétie du Bouddha lui-même. Mandalay est en pleine mutation. Ici, les trafiquants de tout poil, dont les barons de la drogue, recyclent l'argent dans l'immobilier. Mais surtout, ce sont les promoteurs et les commerçants chinois qui transforment cette ville et son économie en profondeur. La meilleure façon de visiter les nombreux sites qui entourent Mandalay reste la carriole à cheval. Ainsi, on peut se rendre sur les rives du lac Tongtaman, d'où une barque m'emporte vers Amarapura. Sec durant une partie de l'année, le lac Tongtaman se remplit durant la mousson. Les pêcheurs y ont pied et dans un silence religieux, ainsi qu'une parfaite immobilité, ils guettent le bouchon en fumant des chirots, toujours ces gros cigares birmans. Et le sourire n'est pas obligatoire. Courage et attention au rhumatisme. Bien sûr, on pêche aussi en barque, au filet. Sur la recommandation de ses astrologues, le roi Bodaopaya fonda Amarapura en 1783. Le monastère d'Ava a été intégralement construit en teck. Il contient une école bouddhiste. Le lac Tongtaman est enjambé par une passerelle en teck de 1200 mètres de long.
le pont Houbein. Il fut construit en 1849 avec des piliers récupérés dans l'ancienne capitale. Il me donnera des images inoubliables. Au début du XIXe siècle, le roi Boda-Opaya décida d'ériger une pagode démesurée afin d'accéder plus rapidement au nirvana. Alors il enrôla de force des dizaines de milliers d'ouvriers. Mais ce projet ne se termina pas car il avait ruiné les caisses du royaume. Un tremblement de terre fissura le socle en 1838 et aujourd'hui, il en subsiste le plus grand tas de briques du monde. Et la cloche la plus grande du monde est ici à Mingun, et elle sonne encore la magnificence du règne de Boda-Opaya. En fumant de gigantesques chirots, les nonnes gardent le monastère de Senbyum, qui symbolise les 7 chaînes de montagnes entourant le mythique mont Meru, en Himalaya. La garde des nonnes est efficace. Mandalay est une ville industrieuse et différentes formes d'artisanat animent les rues de la ville. Sur les bords de l'Irrawaddy, on sculpte la plupart des innombrables statues en marbre du Bouddha qui seront acheminées par bateau vers leur destination finale. Toutes les étapes de fabrication, entre le dégrossi de la statue et sa finition de dorure, s'effectuent ici. Le Bouddha peut faire des envieux. À la fin de la fabrication, les moines des monastères viennent prendre possession de leur commande ou négocier le prix de la prochaine. Tous les matériaux sont employés. On sculpte aussi le bois. On travaille la broderie d'art, mais on fabrique aussi les fameuses marionnettes très populaires en Birmanie. On tisse la soie. Mais l'expression la plus fine de l'artisanat du pays reste la fabrication des laques, sur un support en bambou. La résine utilisée pour fabriquer la laque birmane provient de la sève d'un arbre qu'on appelle tout simplement le laquier. Et ce laquage demande des mois de travail. Il commence par une forme réalisée en bambou tressé. La première couche est composée de résine et d'argile très fine, étalée à la main. Et puis une série de 7 à 9 couches de laque pure seront appliquées. Chaque couche de laque demandera une semaine de séchage. Mais c'est le bambou qui est le plus important. Si l'Asie devait être résumée en quelques mots, ce serait riz, bouddhisme, bambou.
Et en Asie et en Birmanie, a fortiori, c'est le principal matériau utilisé. On s'en sert bien sûr pour la construction, des murs à la toiture, mais aussi pour le mobilier, l'alimentation, les fibres textiles, tout un éventail d'utilisations qui en font un des rouages essentiels de l'économie. Et c'est à partir des feuilles de bambou que l'on aura battu et rebattu, que l'on frappera les feuilles d'or dont on recouvre les statues, les pagodes. Et le bruit des masses résonne toute la journée. L'or martelé a été laminé en fines feuilles et dans l'atelier où seuls les hommes ont le droit de pénétrer, les liasses seront battues durant des heures jusqu'à décupler la surface des feuilles d'or. Elles seront ensuite découpées en petits carrés réguliers par des jeunes filles qui s'enduisent les mains de poudre de marbre. Les feuilles d'or seront ensuite revendues à un guichet qui se tient devant les pagodes les plus importantes. 30% du revenu moyen des Birmans sont destinés aux pagodes. On achète des feuilles d'or qui serviront à recouvrir ces dernières, ainsi que les statues du Bouddha. Les autres grandes richesses de la Birmanie sont les rubis, le jade, mais surtout le bois de teck. Avec 80% des réserves mondiales, le commerce du teck est entièrement aux mains de la junte au pouvoir. Comme pour le pétrole, les profits du teck sont directement crédités sur des comptes de la junte en Suisse. Un Birman pris à couper du teck non vendu par les militaires est passible de 10 ans de prison. La junte décime des forêts entières sans replanter de façon systématique cette essence qui demande de longues années pour arriver à maturité. Mais je quittai Mandalay pour suivre mon périple. Sur les berges de l'Irrawaddy, on décharge les bateaux sur les quais. Chaque porteur de sac reçoit une baguette par sac transporté qu'il remet à un contremaître lorsqu'il se libère de son fardeau. Les porteurs sont payés à la pièce, c'est-à-dire au nombre de sacs transportés, et les baguettes ainsi collectées servent à la comptabilité de son travail. Les bateaux sont dans un triste état et le chômage est endémique, alors ceux qui n'ont pas trouvé de déchargement à effectuer jouent aux cartes et tuent le temps qui passe. Mon navire partira enfin dans le petit matin frais. Il suivra les méandres de l'Irrawaddy, artère économique du pays. Celle-ci traverse la Birmanie de part en part, permet le convoyage du riz, de trains de jarres en terre, mais surtout du teck. Le fleuve constitue souvent le seul lien avec l'extérieur pour les gens de Haute-Birmanie, les routes étant peu praticables. Après une journée de voyage entrecoupée de haltes dues à une hauteur excessive, des bancs de sable qui gênent la navigation, j'accoste enfin à Bagan. En carriole à cheval, je rejoins Nyong-u, mon lieu de résidence. Tout au long de ma route, j'assiste parfois à des scènes de temps bibliques. Ici, en Birmanie, la dictature a figé le pays dans un passé révolu et le temps n'a plus d'importance.
C'est à Bagan que j'avais rencontré Mao Mao 11 ans auparavant. Plus exactement, je l'avais rencontrée sur le ferry qui descendait l'Irrawaddy vers Bagan. Elle m'avait raconté son histoire, celle d'une femme birmane qui avait aimé un jeune homme qui était parti pour Rangoon manifester contre les militaires et leur coup d'État, déjà. Il n'était jamais rentré, il avait été abattu comme des centaines d'autres. Nous avions lié amitié avec échanges épistolaires, malgré 11 ans d'absence. J'avais monté un spectacle dont elle était l'héroïne, figurant sur l'affiche. Et 11 ans plus tard, je revenais. Nous avions changé, mais nous nous reconnaissons instantanément. Mao Mao me raconte les difficiles années passées, la misère qui s'était abattue après que le tourisme se soit tari suite aux répressions de la dictature. Elle me raconte aussi le drame qui s'est abattu sur sa famille quand elle a emmené sa propre fille dans un hôpital sous-équipé pour accoucher et qu'elle était rentrée chez elle. Grand-mère d'une petite fille, certes, mais en deuil de sa propre fille morte en couche. Aujourd'hui, la petite fille est élevée par sa tante et Mao Mao continue de vivre, d'espérer, de se battre pour elle. Mao Mao me montre sa paillote, son royaume. Son seul luxe, c'est cette portée de petits cochons au fond du jardin. Ici vivent aussi sa mère, son petit-neveu et sa grand-mère. 3 femmes courageuses qui tentent de survivre dans une petite cahute de paille. Une fois de plus, c'est Mao Mao qui me guidera à la rencontre de Bagan pour les retrouvailles. Anavrata, roi de la région, conquit Taton en 1057. Il en ramena à son retour des lettrés, des bonzes et des livres sacrés du bouddhisme. Il se convertit, puis entraîna alors son peuple dans une entreprise de construction qui durera 250 ans, jusqu'à l'invasion mongole de Kubilai Khan en 1287. Bagan, c'est le lieu le plus fou, le plus gigantesque que le bouddhisme ait enfanté. Imaginez à 193 km de Mandalay, sur les bords de l'Irrawaddy, une plaine immense qui borde le fleuve. Imaginez 13 000 temples et pagodes construits en l'espace de seulement 2 siècles et demi, dont il reste encore aujourd'hui 2200 exemplaires debout, majestueusement érigés sur la plaine silencieuse, tournée vers les dieux. Et sur cette plaine écrasée de chaleur, Kyanzita, le fils d'Anavrata, fit construire la pagode Ananda. Il la trouva si belle qu'il fit couper les mains des ouvriers et tua l'architecte de ses propres mains afin que ces derniers ne puissent réaliser pareille œuvre à nouveau. Au petit matin, je me rends sur le petit stade de Bagan pour partir en montgolfière survoler le site. Crispin Williams est le pilote de la montgolfière et après les vérifications d'usage, nous mettons le feu au gaz et nous élevons doucement dans le ciel. L'air brûlant gonfle la toile. Quand les hommes mettent le feu, et se gonfle alors la voile.
qui les porte vers les cieux. Quand les brumes se libèrent, quand s'éteignent les premiers feux, laissant place à la lumière, ils s'envolent silencieux. Et les pagodes défilent dans les champs d'Anavrata. Quand le ballon se faufile au pays de Siddhartha, à Bagan. Dans le ballon qui avance, il contemple émerveillé dans un majestueux silence. Les pagodes par milliers elles ont défié le temps. Les moussons et puis les guerres, elles ont résisté au vent. Aux assauts de la rivière, et les pagodes défilent dans les champs d'Anavrata. Quand le ballon se faufile au pays de Siddhartha, à Bagan. J'aurais aimé n'évoquer la Birmanie qu'avec des images de cartes postales, mais on ne peut pas tricher. Dans les rues de Bagan, je remarquais une bâtisse détruite et saccagée. On lisait sur le panneau qui surplombait l'entrée que c'était le siège de la Ligue pour la démocratie, parti d'opposition au régime. Les militaires l'avaient démoli. Alors que je contemplais ce désastre, un homme s'était approché, avait joint ses mains et après s'être agenouillé devant ces ruines, s'était prosterné en prière face à elles. Il y eut un grand silence durant ce moment de courage, en plein jour, au vu de tous, et cet homme revient chaque matin. Pour résumer, en Birmanie, le héros national est le jeune général Aung San, qui libéra le pays des Japonais puis des Anglais avant de mourir assassiné à l'âge de 30 ans. C'est un peu le général de Gaulle de la Birmanie. Mais Aung San eut une fille, Aung San Suu Kyi.
Celle-ci se présenta aux élections de 1990 face aux militaires et à leur grande déconvenue, elle les remporta. Mais la junte s'assit sur les résultats, annula le scrutin et resserra sa mainmise sur le pays. Les deux derniers généraux au pouvoir se sont mis en retrait. Meng Ai, chef des armées, et le général Tan Shui, autoproclamé président du pays, pour laisser un semblant de pouvoir à la nouvelle première ministre. La dictature birmane fut l'une des plus insidieuses qui perduraient encore sur la planète. Torture, déportation, camps d'internement, disparitions multiples. Et rares sont les pays ou les hommes qui soutenaient ce régime. La Chine, bien sûr, qui voit en la Birmanie un accès à l'océan Indien, mais la France aussi, hélas, commercialement par le biais de la société Total et d'un personnage dont les volte-face ont dépité les Birmans qui croyaient en la France des droits de l'homme. Cet homme, aux amitiés douteuses, l'un des rares Français à cautionner la guerre d'Irak, a pour 25 000 € donné sa signature pour un rapport qui blanchissait la société Total pour l'emploi de prisonniers politiques travaillant dans ces structures en Birmanie. En achetant 25 000 € l'honneur d'un homme s'affichant sur tous les médias comme un bienfaiteur humanitaire, Total redorait un peu son blason, mais les Birmans, eux, s'en souviennent. C'est la chanson de Maman, de Maman de Bagan, qui t'emmenait sur les bateaux au son d'une chanson birmane, et s'écoule doucement l'Irrawaddy. Qui traverse au fil du temps la Birmanie. C'est la chanson des rizières de Ranguna Mandalay, chanson de l'eau, de la terre, des vertes tiges alignées. Brûle, brûle le soleil, les dos courbés. Et s'élève vers le ciel chants et fumées. C'est la chanson des prières qui s'élèvent dans la nuit pour oublier la misère, pour oublier les kakis, pour un peu de réconfort, un peu de paix. Et dans les pagodes d'or, la liberté.
c'est la chanson de Maman, de Bagan, qui t'emmenait sur les bateaux au son d'une chanson birmane. Et s'écoule doucement l'Irrawaddy. Qui traverse au fil du temps la Birmanie. Et s'écoule doucement l'Irrawaddy. Qui traverse au fil du temps